Mesdames, Messieurs, que d'aventures promises par cette image, mais ce sont les aventures de la littérature, de l'interprétation, de la lecture. Avant d'entrer dans ces aventures, d'abord une première annonce. Je vous rappelle que ce jeudi, ainsi, 23 janvier, à 17h30, aura lieu la première conférence de Thomas Schmitz, professeur à l'Université de Bonn. Les deux conférences qu'il va donner ici portent sur le lecteur dans la littérature grecque, donc sujet tout à fait approprié au thème du cours de cette année. Et la première conférence s'intitule « La culture de la lecture en Grèce à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ ». J'ai vraiment hâte d'écouter Thomas Schmitz et j'espère vous aussi. Deuxième information, pour répondre à une question posée par un auditeur, si vous écoutez ce cours en audio, la question ne se posera pas si vous l'écoutez en vidéo, si vous le regardez en vidéo, mais vous pouvez aussi avoir accès, donc je m'adresse aux auditeurs audio, quelque part, plus tard, quand le cours sera mis en ligne, vous pouvez avoir accès au visuel du cours, c'est-à-dire aux images que je projette, c'est-à-dire toutes les images ici que vous voyez. Il suffit d'aller pour vous sur la page du cours, sur le site du collège. Alors, je montre ça pour vous, mais c'est surtout pour ça montre surtout ça pour ceux qui seront en audio. Ça, c'est la page du cours de la semaine dernière. Vous voyez tout en bas, effectivement, télécharger le support. Mais là, si vous téléchargez, vous avez un PDF et vous avez toutes les images du visuel. Ça vaut aussi pour vous, si vous voulez revoir les images elles-mêmes. Vous remarquerez aussi qu'il y a un résumé du cours, ainsi que la liste des auteurs et des œuvres citées et un petit peu de bibliographie, donc ça vous permet de réviser. Je vous rappelle, il n'y a pas d'examen à la fin, mais quand même ça peut être utile. Alors, tout cela est mis en ligne, en général, le jeudi ou le vendredi. Le fil audio, lui, arrive un peu plus tôt, donc il peut y avoir un petit décalage, mais il faut être un petit peu patient. Autre chose. La semaine dernière, j'ai osé commenter, vous vous en souvenez peut-être, une affiche publicitaire pour un parfum. Eh bien, il semble que je sois poursuivi par les publicitaires, qui veulent à toute force que je les mentionne dans mon cours, comme je suis assez bon sujet. Jeudi soir, je rentrais du collège à vélo. Je ne prends plus le métro de manière à éviter les publicités intempestives. Et voilà sur quoi je tombe dans la rue, sur un présentoir publicitaire. Alors, adopter le réflexe de comparer. Adopter le réflexe de comparer. Alors, il manque l'accent aigu sur le E de réflexe, avec une morale, en outre, en bas, vous voyez, comparer, c'est gagner. Je ne saurais mieux dire en tant que titulaire de la chaire littérature comparée. Et je devrais dire que la comparaison est chez moi, et j'espère chez vous aussi, un réflexe, une pulsion irrépressible. Je crois que vous le verrez. Vous verrez encore aujourd'hui cette pulsion, ce réflexe à l'œuvre. Et puis, je me vois bien aussi en furet, ici, à force de fureter dans les textes, de dénicher des œuvres méconnues, négligées. Et donc, voilà, je vous invite aussi à adopter vous aussi, alors non pas ce gentil furet, parce que puis je ne suis pas à adopter, mais adopter vraiment le réflexe de comparer. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé à entrer dans l'interprétation du tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie, qui est conservé au musée du Louvre. Et je voulais vous montrer deux exemples d'interprétation contraire, deux façons d'interpréter exactement inverses. La première consiste à désacraliser l'œuvre, à la rabattre sur notre monde quotidien. Et je vous avais fait lire ce distique de Paul-Jean Toulet, un distique humoristique, clairement. Regarde, lui dit-il, ce qu'a dicté la lyre. Je t'aime, lui dit-elle, et je ne sais pas lire. Voilà, donc un sorte de dialogue entre les deux personnages de droite. Paroles qui vont contre ce que semble dire a priori le tableau, à savoir la proximité de ces deux personnages. On les voit très proches l'un de l'autre. Et ce qui frappe, c'est le caractère trivial du propos attribué aux personnages, qui contraste avec le caractère antique et noble de ces mêmes personnages tels qu'ils sont représentés par Nicolas Poussin. Alors,
En quoi peut-on dire que c'est une interprétation? C'est aussi un détournement, hein, comme la publicité que je vous avais montrée la dernière fois. Ben, c'est une interprétation dans la mesure où le dialogue qui est attribué aux deux personnages, si fantaisiste soit-il, ce dialogue-là tente de rendre compte quand même de quelque chose qui est dans le tableau, à savoir ce détachement apparent de la bergère, hein, celle qui est en jaune. Alors là, le détachement est expliqué par le fait qu'elle ne sache pas lire. Bon, c'est un drôle d'interprétation. Mais le distique, si vous voulez, souligne la diversité des attitudes des personnages du tableau envers la lecture. Et c'est vraiment cette diversité des attitudes qui va nous interroger au bout du compte. Bon, ce dialogue est humoristique et sans prétention, bien sûr. Pourtant, ce distique léger fait signe vers ce qui est sans doute le poème le plus célèbre de Paul-Jean Toulet, qui apparaît dans la partie chanson des contre-rimes, son recueil de poésie le plus célèbre, lui aussi un recueil posthume. Et c'est l'un des poèmes, je trouve, les plus subtils, les plus aériens de la poésie française. Et un poème, vous allez voir, dont le sujet est finalement très proche, car il y est question d'amour, il y est question de tombeau, et il y est question de silence. Bon, certains d'entre vous peut-être ont déjà deviné de quel poème il s'agissait, le voici. Il s'intitule « En Arles ». Dans Arles, où sont les aliscamps, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses, lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd, et que se taisent les colombes. Parle tout bas, si c'est amour, au bord des tombes. Je trouve que ce poème a un charme particulier. Quelques remarques. Une remarque, d'abord, les aliscamps, vous le savez, hein, je le rappelle, c'est le cimetière antique de la ville d'Arles. Et ce poème, bon, très, très court, mais qui a un fort pouvoir évocatoire. Vous voyez, c'est un poème très court de 9 vers, hein, structuré ainsi, hein, 2 octosyllabes chaque tercet suivi d'un vers de 4 syllabes, et avec une structure des rimes, j'ai mis ici structure rimique, bon, c'est un peu un néologisme qui est employé par les spécialistes de poésie, un peu étrange. Vous savez, c'est un peu spécial, vous savez, de faire des vers réguliers, avec un poème régulier avec 9 vers. C'est-à-dire que vous avez à un moment, si vous avez une alternance de vers, entre des rimes masculines et féminines, par exemple, à un moment, il y a un vers qui est en trop. Hein. Il faut un nombre pair de vers. Là, vous en avez 9 de vers. Donc, il y a un petit problème. Donc, quand je regarde la structure des rimes, vous savez que c'est comme ça qu'on fait. Hein, chaque petite lettre, A, BA, correspond à la fin des vers, aux rimes de chaque vers. Bon, le poème est basé sur 4 rimes différentes, ce qui est assez normal. Mais à un moment, une rime est répétée 3 fois, au lieu de l'être que 2 fois. Vous avez donc la structure ABA, BBC, DCD, hein, qui correspond. DCD, ça tombe bien pour un poème qui parle des tombes et de la mort. Ça, c'est la structure en tercet, mais en vérité, en fait, la véritable structure des rimes, c'est une structure où vous avez d'abord un quintile, donc une strophe de 5 vers, avec la rime B qui est répétée 3 fois, en quelque sorte, hein, et puis vous avez ensuite un quatrain. Donc vous avez une structure de rime qui ne correspond pas à la structure rythmique. Donc un déséquilibre, hein, où le poème, en fait, et ça correspond à ce qui se passe dans le poème, c'est ça qui en fait le charme et le caractère singulier. Le poème rebondit, ou plutôt même, il hoquette au 5e vers. Il a un hoquet, hein, lorsque tu sens battre sans cause. Et ce hoquet est un hoquet syntaxique aussi, puisque lorsque tu sens, vous savez, c'est une proposition circonstancielle de temps, hein, mais qui redouble une autre circonstancielle temporelle que vous aviez au départ, quand l'ombre est rouge sous les roses. Et donc vous avez bizarrement la phrase rebondie avec une nouvelle circonstancielle temporelle qui semble donc faire double emploi avec la première. Hein. La phrase recommence alors qu'elle semblait finie. Hein. Prends garde à la douceur du chose lorsque tu sens battre sans cause, alors qu'on était déjà dans quand l'ombre est rouge sous les roses. Et donc il y a quelque chose qui est un petit problème de structure, de décalage, qui fait, je crois, toute la force de ce poème. Alors on peut se dire,
peut-être qu'il y a un problème de ponctuation ici, peut-être qu'effectivement la virgule qui permet à la phrase de rebondir avec une autre circonstancielle de temps, peut-être que cette virgule n'est pas la bonne ponctuation. En fait, quand on regarde l'édition originale des contre-rimes, vous avez bien là aussi cette virgule ici. Mais bon, cette édition originale, je vous l'ai dit, elle est posthume, donc peut-être que Paul-Jean Toulet n'a pas vraiment surveillé, il n'a pas du tout, ça on le sait, il était mort, il n'a pas du tout surveillé l'édition de ce texte. Quand vous regardez une autre édition des poèmes, donc la grande édition des œuvres complètes de Bernard Delvaille chez Robert Laffont, là vous avez une autre ponctuation. Vous avez une autre ponctuation où ici vous avez un point. Alors ce point est assez logique, effectivement, puisqu'en fait ça fait une deuxième phrase qui commence ensuite. Prends garde à la douceur des choses, point. Et puis une deuxième phrase, lorsque tu sens battre sans cause ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, etc., etc. Alors c'est beaucoup plus satisfaisant pour la cohérence grammaticale. Néanmoins, il reste quand même la même inadéquation que vous voyez entre la structure des rimes qui rattachent cause à ce qui précède, alors que dans la structure syntaxique, lorsque tu sens battre sans cause est rattaché plutôt, pour la structure, à ce qui suit. Donc là aussi, il y a cette sorte de vers pivot, ce hoquet du poème qui est un peu étrange et qui doit signifier quelque chose. Alors, j'ai eu la curiosité, parce que cette ponctuation donnée par l'éditeur, ici, Bernard Delvaille, de chercher dans les manuscrits. Alors, à la bibliothèque patrimoniale de Pau, ici je rends hommage à notre Premier ministre, on trouve un manuscrit du poème, qui est une autre version du poème, avec des variantes. Les variantes sont intéressantes, je pense que c'est une première version. Voici le poème. Dans Arles, où sont les aliscans, quand l'ombre est rouge sous les roses, vermeille le temps, prends garde à la douceur des choses. Et quand tu sens battre sans cause ton cœur plus lourd que n'est la gorge des palombes, parle tout bas, si c'est d'amour, au bord des tombes. Bon, alors vous avez remarqué les différences entre les deux versions du poème, mais vous remarquez que ce qui est frappant, c'est que la ponctuation ici va dans le sens de l'édition de Bernard Delvaille, c'est-à-dire qu'il y a ici un point, réellement. Donc, alors je n'ai pas trouvé, j'attends de mettre la main sur le manuscrit de la version définitive, celle qui a été imprimée dans le recueil posthume des contre-rimes, mais vous remarquez que malgré tout, et c'est ce que je vous disais à l'instant, le hoquet des rimes subsiste néanmoins, ainsi que l'absence de parallèle entre les rimes et la syntaxe. Et en fait, ce hoquet syntaxique, ce hoquet de la structure des rimes, est la pure transposition grammaticale et phonétique de ce que signifie le vers. Lorsque tu sens battre sans cause. C'est le cœur qui bat sans cause, c'est le cœur qui rebondit, c'est le cœur qui hoquette, qui a un hoquet. C'est une arythmie cardiaque qui est ainsi désignée. Et le poème se relance ainsi dans un battement inconsidéré du cœur qui est mis en contraste, c'est la troisième circonstancielle du temps, avec le silence des colombes. Alors vous retrouvez à la fin la rime classique, bon ici pour revenir à la version précédente, la version qu'on connaît, la rime classique entre colombe et tombe. C'est la rime qu'on a, vous savez, au début du Cimetière marin de Paul Valéry. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Rien d'original là-dedans. Et donc cette rime-là sert habilement de chute au poème. Et le mot tombe, qui est appelé par Colombe, vient brutalement rappeler au lecteur la présence de la mort. Alors vous allez me dire, mais non, mais la présence de la mort, elle était déjà là, puisqu'on était aux Aliscans. Pas tout à fait. Ce que le dit le poème, c'est que on est dans Arles où il y a les Aliscans. Le poète, enfin, quand vous lisez le poème, vous n'êtes pas vous-même en tant que poème à qui vous vous adressez, le poème à qui le poème s'adresse, vous n'êtes pas vous-même dans les Aliscans. Mais d'un seul coup, avec ce vers final, vous vous retrouvez vous aussi dans ce cimetière auquel le lecteur ne songeait plus. Brutalement, au dernier vers, la mort se rappelle à nous, et nous voici au bord des tombes. Au bord des tombes. Le pluriel est intéressant, parce que ce pluriel désigne vraiment une
pluriel tombe. Le pluriel désigne une proximité spatiale que nous avons avec ces tombes. Nous sommes, parlant d'amour peut-être, au bord des tombes qui sont là, juste à côté de nous. Et ça, le pluriel concrétise le sens du mot. Alors que si on avait eu le singulier, mais le singulier, on l'entend aussi, hein, le singulier aurait eu un sens beaucoup plus tragique. Être au bord de la tombe, dans un sens figuré, c'est être près de la mort, près de mourir, dans une proximité non plus spatiale, mais temporelle, avec la mort. Et on entend aussi ce singulier derrière le pluriel au bord des tombes. Alors Toulet nous dit ici que face à la mort, face à l'amour, il faut se taire, il faut faire silence, il ne faut plus faire intervenir le langage, un langage qui profane, qui souille la sacralité du lieu, du cimetière, qui souille la sacralité du sentiment, qui souille la sacralité du moment. Et à bien des égards, le Neuvin dit la même chose, sous une forme grave et noble, que le distique comique de tout à l'heure, hein, à savoir que le langage, la parole, la lecture est incongru face à la pureté de l'émotion. Je t'aime, mais je ne sais pas lire. Hein. Et donc, en fait, on peut aimer sans savoir lire. Même les deux vont peut-être de pair, hein, l'absence de langage et la pureté même de l'émotion. Il faut se taire ou parler bas pour ne pas réveiller les morts. Hein. Alors, excusez-moi d'avoir été un peu long sur ce poème, sur ces deux poèmes, mais il y a une raison, parce que ce que vous voyez ici, c'est que, de certaine manière, ce Neuvin en Arles pourrait aussi bien former un commentaire assez approprié du tableau de Nicolas Poussin. Vous avez deux êtres dans une relation affective, vous avez un tombeau, ils sont vraiment au bord, hein, vraiment non pas des tombes, mais d'une tombe, et nous pourrions être ici, avec ce tableau de Poussin, dans une représentation idéalisée, très schématique, des Aliscamps, hein, loin de la ville. Alors bien sûr, j'exagère, je pousse excusez-moi, le bouchon un peu trop loin. La végétation arlésienne n'a pas grand-chose à voir avec celle du tableau de Poussin. Et puis si vous connaissez Arles, le paysage d'Arles, autour d'Arles est quand même plutôt plat. Hein. Il n'y a pas ces montagnes qui s'élèvent à l'arrière-plan du tableau. Mais symboliquement, toutefois, on y est dans ces Aliscamps, dans ce cimetière. C'est-à-dire avec cette proximité de la tombe et de la mort, avec l'amour et avec le bonheur, comme une menace qui plane à la fois dans le poème de Toulet et dans le poème de Toussaint, avec ce bloc hein, au milieu du tableau qui semble indiquer une intrusion menaçante, donc au milieu de ce bonheur de l'Arcadie. Sous sa sérénité apparente, le tableau de Poussin évoque une menace peut-être surmontée, on le verra, comme le poème En Arles de Toulet. Et quant au distique, on l'a vu, il représente burlesquement le même sujet, mais par une désacralisation, ce qui n'est pas le cas du poème En Arles. Donc voilà, on désacralise le tableau par le burlesque. Alors voilà, ce serait une première manière d'interpréter le tableau, par la désacralisation. Et peut-être de le mal interpréter, je ne sais pas. Une seconde manière de le mal interpréter serait tout opposé. Ce serait une autre manière de raconter l'histoire, non pas par la désacralisation, mais par la sacralisation excessive. Il s'agirait de faire du tableau la clé d'un mystère suprême, non pas rabattre l'œuvre sur le quotidien, sur notre vie courante, mais en faire de cette œuvre quelque chose qui excède absolument, totalement le quotidien. En faire une énigme. Parler tout bas, si vous voulez, pour reprendre l'expression du poème de Toulet, c'est-à-dire parler sub rosa, comme on dit, c'est-à-dire parler dans le secret, comme si le tableau ou l'œuvre, on pourrait dire peut-être la même chose pour un texte, comme si le tableau ou l'œuvre, le texte, taisait l'essentiel, comme si l'essentiel n'y était pas dit, mais qu'il fallait le deviner, le retrouver par l'interprétation. Comme s'il fallait faire servir l'œuvre à un message extérieur, comme s'il fallait partir à la recherche d'un trésor. Vous connaissez les mots du vieux laboureur de La Fontaine parlant du terrain qu'il laisse à ses enfants en héritage. « Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Oh, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage
vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Ces mots, à bien des égards, peuvent être pris de manière figurée. Ils s'adressent aussi à tout interprète. Fouiller le champ qui est devant nous, le champ du texte, le champ de l'œuvre, c'est aussi ce que nous avons essayé de faire avec le poème de Paul-Jean Toulet. Nous avons essayé de retourner chaque vers, et du reste versus, en latin, ça désigne aussi le sillon, le sillon même du chant. Alors oui, comme dit aussi la morale de cette fable de La Fontaine, vous voyez, les fils retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Oui, d'argent, point de cachet. Nous n'avons pas trouvé dans le poème de Paul-Jean Toulet d'argent. Nous n'avons pas été plus riches. Mais nous avons travaillé le texte, comme font les enfants du laboureur. Nous avons fait travailler le texte. Et nous avons essayé de montrer ce qu'il pouvait receler comme sens et comment ce sens lui-même se déployait en travaillant le sillon du vers. Mais pour certains interprètes, la similitude avec la fable de La Fontaine, à savoir qu'un trésor est caché dans l'œuvre, dans le texte, la similitude s'arrête là. Pour eux, le trésor n'est pas dedans, il n'est pas dans le texte, il n'est pas dans l'œuvre, dans le tableau, mais il est dehors. Il est dehors. Et l'œuvre n'est que la clé qui permet d'accéder à ce trésor. C'est un trésor extérieur à l'œuvre qu'il s'agirait de trouver. C'est, d'où l'image que je vous avais montrée tout à l'heure, Indiana Jones en Arcadie, en quelque sorte. Il faut aller chercher un trésor qui serait là, qui serait indiqué par le tableau, par le poème. Ce sont des lectures, dont je vais parler maintenant, sont des lectures absolument extravagantes. Elles regardent ailleurs que l'œuvre. Elles regardent vers ce que l'œuvre est supposée cacher. Quelque chose qui aurait à voir, je parlais d'Indiana Jones, avec l'alchimie, la pierre philosophale, le trésor des Templiers, l'or des Cathars, le Graal, enfin tous les fantasmes absolus, ou tout cela à la fois. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. En fait, on va avoir tout cela à la fois. Et je ne plaisante pas. C'est ce à quoi c'est le type d'interprétation totalement délirante, extravagante, auquel a donné lieu le tableau de Poussin au XXe siècle, en lien avec une histoire d'une petite commune de l'Aude qui s'appelle Rennes-le-Château. Alors voici la généalogie de cette histoire. La première occurrence attestée de ce début d'interprétation, c'est un livre de Gérard de Sède intitulé « L'or de Rennes » ou « La vie insolite de Béranger Saunière, curé de Rennes-le-Château ». C'est un livre paru en 1967 chez Julliard. Gérard de Sède était un écrivain qui a fait fortune avec la pseudo-histoire. Il s'amuse avec les faits, il les raconte avec ironie, avec beaucoup de points d'interrogation, et ses affirmations sont toujours extrêmement modalisées. Il veut être, en tant qu'écrivain, et pas vraiment journaliste, ni historien, il veut être à la frontière de la réalité et de la fiction. Et il souligne toujours cette frontière. L'avertissement de son livre annonce la couleur. Toute ressemblance entre les faits rapportés dans ce livre et une construction imaginaire est le fruit du pur hasard. Ce n'est pas là le moins étrange, car la ressemblance est frappante. Alors, notez le caractère quand même très ironique de cet avertissement du livre. Parce que la première phrase dit, voilà, il y a une ressemblance entre les faits et l'imagination. Mais en fait, cette ressemblance est le fruit du hasard. Donc la première phrase semble affirmer la réalité des faits que raconte Gérard de Sède, malgré leur apparence imaginaire. Mais la seconde phrase dit que finalement, ce hasard lui-même est un peu étrange, malgré tout, et qu'il y a là une ressemblance qui doit nous interpeller. Ce n'est pas là le moins étrange, car la ressemblance est frappante. La seconde phrase semble dénoncer cette proximité du récit avec la pure fantaisie comme quelque chose quand même de tout à fait improbable. Donc vous voyez la couleur un peu grise entre le blanc et le noir, entre le fait et la fiction. La couleur est déjà annoncée dans l'avertissement. Alors dans ce livre, Gérard de Sède raconte l'histoire de l'abbé Saunière, on est au début du XXe siècle, qui aurait, le conditionnel est important, qui aurait trouvé de l'or à Rennes-le-Château
au début du XXe siècle. Et soudain, il se serait trouvé riche sans raison apparente, les richesses auraient coulé à flot, et cet or serait tout simplement, évidemment, le trésor des Templiers. Alors le texte ne dit pas grand-chose de Nicolas Poussin, mais il en dit quand même un petit peu. Il dit que simplement que l'abbé Saunière aurait possédé une reproduction dans sa chambre, chez lui, des bergers d'Arcadie. Et puis, Gérard de Sède dresse aussi un parallèle entre le pays de Rennes-le-Château, ville d'eau, avec l'Arcadie, avec le fleuve Alphée, avec la source Aréthuse. Donc il y aurait un lien entre ces deux pays, mais tout cela est un peu vague encore. En vérité, le texte de Gérard de Sède en dit moins que les illustrations. Voici quelques-unes photos du cahier d'illustration du livre. Le tableau de Poussin, vous le voyez, est reproduit, mais toujours mis en parallèle avec des photos de paysages qui peut-être ressemblent ou ne ressemblent pas aux paysages que vous avez dans le tableau de Poussin. Vous avez des photos de tombeaux. Vous avez ici une pierre levée qui est montrée, qui ressemble bizarrement peut-être à ce tombeau dessiné, peint par Nicolas Poussin. Et donc, bref, le lecteur est invité à faire des rapprochements presque inconscients, parce que rien n'est vraiment affirmé à l'intérieur du texte de Gérard de Sède. En fait, on est dans une méthode assez surréaliste, proche de Nadja, d'André Breton, comme type de texte, avec une sorte de complémentarité entre ce que dit le texte et puis ce que disent les images qui développent aussi leur propre discours. Ça, c'était en 1967. Mais quelques années plus tard, Gérard de Sède reprend et développe plus tard cette histoire, là, dans un aspect beaucoup plus fantaisiste, vraiment. Ça s'appelle, c'est paru dans la fameuse collection qu'on connaît bien, l'aventure mystérieuse, chez Albin Michel, enfin j'ai lu, La race fabuleuse, extraterrestre et mythologie mérovingienne. Waouh! On est en 1973. Et là, vous voyez, j'ai mis la 4e de couverture, vous voyez que le peintre Poussin peint un mystérieux tombeau et laisse entendre qu'il a découvert un terrible secret, et dès qu'il l'apprend, le surintendant Fouquet s'entoure de précautions, mais trop tard. Enfin, vous voyez, en fait, ce qu'on apprend dans le livre, enfin ce qu'on apprend avec beaucoup de guillemets, c'est que Nicolas Fouquet aurait puisé, grâce à Poussin, dans le trésor des Templiers. Et les mérovingiens, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire, les mérovingiens descendent des extraterrestres. Alors, wow. Bon, là, le délire est évident, et en fait l'amusement aussi, c'est un livre fantaisiste, etc., mais qui ne prétend pas vraiment au sérieux. Mais tout se base quand même sur des documents qui existent et qui sont plus ou moins interprétés, mais pas vraiment cités dans le texte, en particulier sur une lettre du 17 avril 1656, de l'abbé Louis Fouquet. Louis Fouquet, qui était le frère de Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV. Louis Fouquet qui écrit donc le 17 avril 1656 à son frère Nicolas. Louis Fouquet habitait Rome et il servait d'intermédiaire entre Nicolas Fouquet et Nicolas Poussin, les deux Nicolas, si je puis dire. Nicolas Poussin, qui était quand même, à cette époque-là, le plus grand peintre français reconnu de son temps. Il avait le titre de premier peintre du roi, et Poussin, vous le savez, vivait à Rome aussi. Donc Louis Fouquet écrit à son frère pour faire l'intermédiaire, parce que, en fait, étant à Rome, Nicolas Poussin fournit à Nicolas Fouquet, il fournit des tableaux, il fournit des œuvres antiques, etc. Mais il écrit ceci dans cette lettre, qui a été éditée au XIXe siècle, dans les archives de l'art français en 1862. Voilà. Lui et moi, c'est, je reprends ici au milieu de la lettre, qui n'est pas reproduite complètement. Lui et moi, donc lui c'est Nicolas Poussin et moi, nous avons projeté de certaines choses dont je pourrais vous entretenir à fond d'en peu, qui vous donneront par M. Poussin des avantages, si vous ne les voulez pas mépriser, que les rois auraient grand-peine à tirer de lui, et qu'après lui, peut-être, personne au monde ne recouvrera jamais dans les siècles à venir. Et, ce qui plus est, cela serait sans beaucoup de dépenses, et pourrait même tourner à profit, et ce sont choses si fortes à rechercher que quoi que ce soit sur la terre maintenant ne peut avoir une meilleure fortune, ni peut-être égale.
Bon, tout cela est un peu mystérieux. Visiblement, il y a quelque chose qu'annonce Louis Fouquet à son frère. La tournure de la lettre est mystérieuse. Mais pour l'éditeur du texte, Anatole de Montéglon, qui était historien de l'art, il ne s'agissait pas ici d'objets que Nicolas Poussin devait proposer, mais plutôt de projets. Il s'agit de projeter des choses, de projeter. Il ne s'agit pas d'un trésor. On ne dirait pas d'un trésor, il y a des formules ici qui sont assez claires, on ne dirait pas d'un trésor qu'il pourrait même tourner à profit. Parce qu'un trésor ne tourne pas à profit, un trésor est un profit. Donc c'est un peu étrange. Et puis, s'il s'agissait, comme semble le dire, enfin comme le dit clairement Gérard de Sède, s'il s'agissait du trésor des Templiers, l'auteur de la lettre ne traiterait pas cette question comme en passant, en quelque sorte. Donc je trouve que là, interpréter, c'est aussi mesurer les contradictions qui empêchent telle ou telle interprétation de s'appliquer. Oui, c'est vrai que Louis Fouquet essaie de vendre quelque chose, un projet, c'est surtout un projet artistique que Poussin pourrait faire pour Nicolas Fouquet, une aide quelconque pour les jardins de Vaux-le-Vicomte, pour l'architecture, que sais-je. Mais il n'en dit pas plus. Chez Gérard de Sède, c'est en fait le trésor des Templiers dont Nicolas Poussin serait en quelque sorte le dépositaire. Alors, pour ce type d'interprétation, Gérard de Sède s'est inspiré de légendes locales d'avant-guerre, à Rennes-le-Château, d'érudits, de conteurs locaux, Jean Pellet, avec lequel il signe un article, et puis des récits d'un mythomane, Pierre Plantard, qui se faisait appeler pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, Pierre de France, et qui prétendait descendre des rois mérovingiens lui-même, et créateur d'un ordre de chevalerie pendant la guerre nommé les Alpha-Galates. Alors ça, c'est assez étrange. Il animait, ce Pierre Plantard, ici qui se fait nommer Pierre de France, il animait une petite revue, un petit journal, vous voyez, en 42-43, dont on trouve quelques exemplaires à la Bibliothèque nationale, qui est le journal d'un ordre de chevalerie, les Alpha-Galates, comme vous voyez ici ce nom, sorte de mouvement fasciste ésotérique, à coloration néo-païenne et d'inspiration rosicrucienne, Rose-Croix, soutenant clairement le maréchal Pétain. Alors, par curiosité, j'ai parcouru en tout cas les 6 numéros de cette revue en 42 et 43, et l'on ne sait pas si l'on a affaire à des illuminés, à une mystification manipulatrice, ou bien à une sorte de canular pur et simple, genre Jules Romain dans Les Copains. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très étrange. On oscille entre le canular, la mystification, et puis alors le délire, la folie absolue. Alors ce journal communique sur la vie de cet ordre de chevalerie, je mets ça avec beaucoup de guillemets, l'ordre des Alpha-Galates, mais cet ordre est tellement invraisemblable dans son existence qu'on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'une fiction postulée par le journal, lui se donnant comme l'organe et l'émanation d'un groupe. Mais le groupe n'existe pas plus en vérité que ce journal, en fait. Le journal est là juste pour donner une existence à quelque chose qui n'existe pas par ailleurs. On trouve dans ce journal des signatures de professeurs de droit, de juristes, qui s'appellent Louis Le Fur et Maurice Lecomte Moncharville, qui existent par ailleurs, qui sont morts opportunément tous les deux en 1943. Et bon, là, le journal est daté, peut-être antidaté de 1942, mais vous remarquez qu'en fait, ce dépôt d'imprimeur date de juin 1943. Donc peut-être que tout ça est totalement faux. Je veux dire, peut-être que les dates ici sont indiquées et que le journal a été publié après la mort des deux universitaires qui sont censés contribuer dans ce journal. Parce que les propos qu'on attribue à ces universitaires sont tellement extravagants qu'on a du mal à imaginer que quelqu'un dans son bon sens, qui est titulaire d'une chaire d'université en droit, puisse les tenir. On peut se demander si leur signature n'est pas falsifiée. Ainsi, vous voyez ici cet article, L'Orient et l'Occident, signé Lecomte Moncharville. Déjà, le nom du personnage, c'est Maurice Lecomte Moncharville, mais là on a l'impression que c'est un comte, un titre de noblesse, qui est professeur de droit à la faculté de Strasbourg, ça c'est vrai, mais aussi chargé de mission au Tibet. Je sais pas comment, je sais bien que Strasbourg est à l'est, mais enfin le Tibet c'est un peu
plus encore à l'est. En fait, c'est un spécialiste du droit monégasque. Hein. Alors, je trouve quand même que c'est difficile de confondre le Dalai Lama avec le prince de Monaco, même si tous les deux habitent sur un rocher. Ça dit, Moncharville est aussi l'auteur d'un livre sur le Japon d'outre-mer, donc il connaît un peu l'Extrême-Orient. Mais voici un extrait de cet article, donc, qui est quand même assez intéressant et qui va, vous allez voir, vous allez nous faire revenir dans l'Arcadie, peu à peu. Dans mon article précédent, c'est le début de l'article, je suis là-haut, vous allez voir le contexte idéologique de tout ça. J'écrivais que le conflit actuel, la Seconde Guerre mondiale, était un duel géant entre deux forces égales. D'une part, le catholicisme et par-delà le judaïsme, le rite écossais, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, et tous les ordres anglo-saxons, contre le bouddhisme. Voilà, c'est la lutte entre le catholicisme contre le bouddhisme, en passant par la Rose-Croix de Bavière, la Sainte-Vême et tous les ordres d'Orient. Donc vous voyez, donc, il y a une lutte entre l'Orient, représenté par l'Allemagne, en vérité, que soutient l'auteur de l'article, et l'Occident, c'est-à-dire le monde anglo-saxon, qui est considéré comme catholique, maçonnique, juif. Donc vous voyez, vous retrouvez ici tout l'anticatholicisme, l'antimaçonnerie, l'antijudaïsme classique de certains mouvements de l'époque. Et du reste, vous voyez que ce catholicisme n'a apporté à l'Occident aucune évolution, mais des hérésies, etc. Il est devenu, ce catholicisme, la religion de la finance et un levier de gouvernement. Donc, lutte contre la finance, anti-judaïsme, vous reconnaissez ici des thèmes assez classiques, le monde juif, catholique aussi, assimilé à la finance. Là, le Sainte-Vême, juste une petite note, c'est un tribunal médiéval allemand qui condamnait les crimes d'hérésie, qui est devenu mythique au XIXe siècle. Je passe sur les contradictions qui font que ici est considéré comme étant d'obédience bouddhique et anticatholique deux institutions, la Rose-Croix, la Sainte-Vême, qui eux sont plutôt en fait de défense du catholicisme historiquement. Donc, mais tout cela, c'est une contradiction de pas grand-chose par rapport à tout le reste. Parce que tout le reste arrive, et là c'est un roman qui arrive. C'est ce que raconte donc l'auteur de l'article. Je ne sais pas si c'est ce fameux Lecomte Moncharville, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt le fameux Pierre Plantard, etc., qui a tout écrit, de même que Stéphane Mallarmé écrivait son journal de la mode entièrement. Lors de ma mission au Tibet, j'ai été en relation à Lhasa, dans la cité interdite de l'Agartha, siège du gouvernement du Bouddha vivant, le Dalai Lama, avec plusieurs moines du grand monastère. Pendant plusieurs années que dura ma mission à Lhasa, j'ai gagné la confiance et l'amitié de tous. Et alors j'ai appris ce que probablement aucun autre initié d'Occident n'a jamais connu, et dont la fameuse doctrine secrète de Helena Blavatsky ne semble qu'une parcelle de la vérité. Vous savez, c'est cette fondatrice du théosophisme à la fin du XIXe siècle. Lorsque je fus sur le point de partir, et là c'est le roman, les moines m'emmenèrent par d'interminables escaliers creusés dans la montagne, dans une véritable ville souterraine située au-dessous des temples, et là on me fit entrevoir la collection des objets rapportés d'Atlantide. Rien que ça. Avant la catastrophe. Puis je visitais le sanctuaire du Dragon, où pour la première fois j'assistais en Orient à une cérémonie d'un rite supérieur. Enfin, sur les derniers jours, je pus contempler des machines électriques, qui aujourd'hui inconnues, qui furent apportées de l'Atlantide et permettaient de donner aux salles souterraines cette lumière, cette atmosphère exactement semblable à celle de l'air libre qui m'avait tant surpris lors de ma première visite au sein de la montagne. Voilà, donc il y a autour de cette cité interdite de l'Agartha des murs magnétiques qui interdisent l'accès aux étrangers indésirables. Bon, voilà, c'est un roman de science-fiction. Très bien pour l'Orient, me répondrez-vous, mais l'Occident n'avait comme doctrine que le catholicisme qui lui apporta la civilisation. Grossière erreur. J'aime bien ce terme grossière erreur, parce que quand on voit le tissu de fiction, voilà, mais dont est fait ce texte, grossière erreur. La France, par la Bretagne, connut elle aussi la tradition atlante, dont tout le culte druidique, les druides c'est vrai, on ne les a pas encore entendus, cela, sacrifice au soleil, cérémonie du gui, menhir et dolmen, institution de chevalerie, n'est que la conservation. Entre autres communautés, les druides fondèrent un monastère sur l'emplacement actuel du Mont Saint-Michel. Le monastère s'appelait alors le sanctuaire du Dragon. Et lorsque le catholicisme chassa de Gaulle les druides, des moines recueillirent les traditions atlantes et formèrent l'Alpha, qui se divisa en deux tronçons, les cisterciens, avec un S, qui adoptèrent le christianisme, j'imagine que c'est des moines cisterciens, et la chevalerie galate, qui conserva la doctrine atlante. D'où ce terme de chevalerie alpha-galate. Voilà. Tout est expliqué, clairement, bien sûr. Voilà. Et vous voyez que, bon, c'est un roman fantastique qui nous est présenté ici, très drôle à bien des égards.
Alors, qui est issu de plein de choses, qui est issu des spéculations du début du XIXe siècle, contre-révolutionnaires, hein, l'abbé Augustin Baruel, qui voyait dans la Révolution le résultat d'un complot judéo-maçonnique, tous les délires ésotériques et orientalistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il est question de Helena Blavatsky, le théosophisme, il est question du celtisme, du druidisme, mais aussi toute la question de l'Inde, hein, qui est présente déjà dans le théosophisme, mais en particulier l'Agartha, tout ça, ce sont des termes que vous retrouvez dans un livre qui a été important dans le monde ésotérique, qui est le livre de Saint-Ide d'Alvèdre, Mission de l'Inde en Europe, Mission de l'Europe en Asie, la question du Mahatma et sa solution. C'est un livre de 1910 où il est question de ce royaume mythique de l'Agartha. Vous allez voir que ce royaume, en fait, est un royaume souterrain. Et puis, en fait, la source de tout ça, de ce roman fantastique que vous trouvez dans ce journal Vaincre, c'est un livre, pour le coup, assez bien connu, parce que l'auteur en est encore lu et édité aujourd'hui, qui est le livre de René Guénon, Le roi du monde, qui s'est lui-même, René Guénon s'est lui-même inspiré du livre de Saint-Yves d'Alvèdre. Ce livre de 1927, où René Guénon, donc grand ésotériste, très influent dans la première moitié du XXe siècle, qui se convertit plus tard au soufisme, à l'islam, parle d'un mystérieux roi du monde qui dirige les affaires spirituelles de l'humanité depuis une contrée inaccessible, souterraine, inaccessible pour les hommes ordinaires, l'Agartha, où se réunissent toutes les mystiques et spiritualités du monde. Et dans Le roi du monde de René Guénon, la chevalerie occupe une place importante. Voilà, ici une phrase où il dit que voilà, les ordres de chevalerie, les rôles principaux des ordres de chevalerie, c'était d'assurer une communication entre l'Orient et l'Occident. Communication dont il est possible de saisir la véritable portée si l'on remarque que le centre dont nous parlons ici a toujours été décrit, au moins en ce qui concerne les temps historiques, comme situé du côté de l'Orient. Donc vous voyez, la chevalerie, ici, comme union entre l'Orient et l'Occident, c'est ce que vous avez dans le projet de ce journal Vaincre, de cette chevalerie Alpha-Galate. Et puis s'y ajoute le mythe de l'Atlantide, là aussi qui ressurgit dans l'entre-deux-guerres. Bon, vous connaissez le roman de Pierre Benoît, l'Atlantide, mais pour les nazis, c'est ce que rappelle l'historien Johann Chapoutot dans son grand livre « Le nazisme et l'Antiquité », eh bien, il y avait une grande influence accordée aux écrits d'un certain Karl Georg Tschech, hein, Atlantis, die Urheimat der Arier, l'Atlantide, la patrie originelle des Ariens, avec l'idée que les Ariens donc seraient des héritiers des Atlantes. C'est un livre de 1922 qui a eu de l'influence dans le monde nazi. Et tout cela, vous voyez, tout ce mélange de mythes, de légendes, en fait, il a une portée par la suite dans les années, même après la guerre. Hein. Regardez par exemple l'influence sur la bande dessinée et la science-fiction avec Edgar P. Jacobs, hein, une première aventure des héros Blake et Mortimer, en étant entre 1946 et 1949. Ça s'appelle Le secret de l'Espadon, et il est question d'un empire jaune, hein, c'est son nom, dirigé par un très méchant, un personnage maléfique, qui s'appelle Bassam Damdou. Et la capitale de l'Empire est basée à Lhasa, au Tibet, c'est ce qu'on voit sur cette image. Et cet empire jaune, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, veut détruire les puissances occidentales. C'est comme une sorte de revanche des nazis sur les Alliés. Et Blake et Mortimer, qui sont les héros britanniques, essaient au contraire de défendre le monde occidental. Alors, vous voyez, tout ça revient avec en plus ici le mythe du péril jaune. Comme si Jacobs, l'auteur de cette bande dessinée célèbre, avait lu le journal de René Plantard, Vaincre. Hein, c'est une sorte de reprise de ça, mais sauf que Blake et Mortimer sont de l'autre côté, enfin du côté du bien. Hein, pour nous, les Alpha-Galates, eux, sont du côté des nazis, de l'Orient, etc. Bon. Donc il y a une fascinante circulation de tous ces thèmes qui remontent du reste à loin et qui va encore plus près de nous, jusqu'à la revue Planète, jusqu'au Matin des magiciens de Louis Pauwels et Jacques Bergier en 1962, etc. Bref, toute cette Inde fantastique, et en vérité, vous allez voir, un petit peu arcadienne, elle se retrouve dans aussi des romans, qui se présentent comme des romans, qui ne sont pas seulement des
qui ne sont pas seulement des élucubrations qui se présentent comme de l'histoire, en particulier le roman célèbre de James Hilton, Lost Horizon, qui date de 1933, traduit donc comme Les horizons perdus, où vous voyez 4 survivants d'un avion détourné qui a atterri en catastrophe au Tibet et qui sont recueillis par les habitants d'une vallée inconnue. Vous la voyez représentée ici, une vallée quasiment arcadienne, hein, toute verte au milieu des montagnes, une vallée inconnue et luxuriante où se trouve le monastère de Shangri-La. Shangri-La, nom qui est devenu connu aujourd'hui. Hein. Et dans ce lieu paradisiaque coupé du monde, une communauté utopique, une communauté cosmopolite vit dans la paix et la sérénité. Donc un monde assez arcadien. Et Shangri-La, qui est un peu l'autre nom de l'Arcadie, cette Arcadie orientale, va devenir plus tard le nom, vous le savez, d'une chaîne d'hôtels de luxe. Et déjà, du reste, l'auteur s'appelle Hilton, parce qu'il était déjà prédestiné. Donc, cette histoire de l'Inde comme paradis lointain et fantastique, c'est en vérité un thème très ancien, un thème qu'on retrouve dans l'Antiquité classique déjà, par exemple, hein, dans alors ce texte que j'adore, hein, qui est un des textes les plus fascinants de l'histoire de la littérature antique, est la vie d'Apollonios de Tyane, de Philostrate. On est dans un texte du IIIe siècle qui raconte l'histoire, la biographie d'un sage qui découvre en Inde, qui fait des voyages, c'est un sage de type pythagoricien, mais qui va en Inde et qui découvre, c'est un épisode tout à fait étonnant, qui découvre en Inde une communauté de sages vivant sur une montagne, servis et défendus contre les ennemis par des machines et des automates. Exactement ce que raconte le comte Moncharville dans le texte que je vous ai cité tout à l'heure. Et même ces sages indiens pratiquent la magie et la lévitation. Vous voyez, donc il y a tout un fil qui va assez directement, depuis l'Antiquité classique, depuis Apollonios de Tyane, jusqu'à Tintin au Tibet, hein, qui rencontre au Tibet effectivement un moine qui pratique la lévitation, comme on le voit ici. Alors j'ai l'impression peut vous avoir donné l'impression de divaguer ou d'extravaguer, de suivre comme ça des fils qui sont des fils des mythes, des images, des thèmes. Mais en vérité, nous ne sommes pas si loin de l'Arcadie, paradoxalement. Au XVIIIe siècle, dans La princesse de Babylone, l'un de mes textes favoris de Voltaire, on est en 1768, Voltaire présente un héros, amazon, un beau héros, musculeux, etc., qui vient du pays des Gangarides. Les Gangarides, qui est sur la rive, comme son nom l'indique, sur la rive orientale du Gange. Et ce pays du Gange, indien donc, est habité par des bergers. Il n'y a pas de roi dans ce pays, tous y sont égaux. Et Voltaire présente dans ce texte un mélange original de l'Inde comme repère de la sagesse et de l'Arcadie pastorale. Regardez ce dialogue ici entre la princesse de Babylone, qui est la princesse formosante, qui dialogue avec le phénix, parce que le bel Amazon est accompagné d'un oiseau phénix, qui parle, bien sûr, comme tous les phénix, et qui explique à la princesse formosante ce qu'est ce pays. Le pays où demeure votre charmante inconnue, c'est le phénix qui parle, le plus parfait des hommes, et demeurer le seul où votre espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine, il s'adresse à la princesse, sache encore aimer la nôtre et lui parler. Et c'est la seule contrée de la terre où les hommes soient justes. Déjà, la justice, un règne de la justice, comme dans l'âge d'or arcadien. Ah, mais où est-il, ce pays de mon cher inconnu? Quel est le nom de ce héros? Comment se nomme son empire? Car je ne croirais pas plus qu'il est un berger que je ne crois que vous êtes une chauve-souris. C'est un phénix, hein, à qui elle parle. Son pays, madame, et voici la description de ce pays, son pays, madame, est celui des Gangarides, peuple vertueux et invincible qui habite la rive orientale du Gange. Le nom de mon ami est Amazon. Il n'est pas roi, et je ne sais même s'il voudrait s'abaisser à l'être. Il aime trop ses compatriotes. Il est berger, comme eux. Mais comme les bergers d'Arcadie. Mais n'allez pas vous imaginer que ces bergers ressemblent aux vôtres, qui, couverts à peine de lambeaux déchirés, gardent des moutons infiniment mieux habillés qu'eux, qui gémissent sous le fardeau de la pauvreté et qui payent à un exacteur la moitié des gages chétifs qu'ils reçoivent de leur maître. Les bergers gangarides, nés tous égaux, c'est une république, sont les maîtres des troupeaux innombrables
qui couvrent leurs prés éternellement fleuris. On ne les tue jamais, hein, les troupeaux. C'est un crime horrible vers le Gange de tuer et de manger son semblable. Alors j'adore cette dernière phrase, parce que c'est un crime horrible vers le Gange, ce qui signifierait que ce ne serait pas un crime horrible chez nous, en Occident. La chose est d'une ironie féroce. Et donc vous voyez ici cet univers, l'univers pastoral de l'Astrée, de Honoré d'Urfé, ou de l'Arcadie de Sannazaro, qui est élevé ici à la puissance de la fable, est transporté dans l'Orient légendaire par Voltaire, avec un printemps éternel. S'il y a un Eldorado, hein, on y voit le diamant se trouve à profusion, et Amazon est riche à souhait. Voltaire joue dans ce texte avec les mythes pour mieux, c'est aussi son objectif, pour mieux déconsidérer les histoires de la Bible et les mettre au rang de légendes, puisque la princesse de Babylone, elle habite dans le pays biblique. C'est un pays de l'âge d'or, ici, ce pays des Gangarides, où règne la justice. Les animaux parlent, on y trouve des licornes, on y trouve des phénix. On y est végétarien, car c'était devenu du reste le régime diététique de Voltaire lui-même à la fin de sa vie. On s'y nourrit, vous allez voir, j'adore le régime de ce repas. Il y a un repas plus tard qui est présenté. Alors, regardez cette scène du repas. Les sous-bergers et sous-bergères, alors intéressant ces sous-bergers et sous-bergères, parce que ça doit être un pays d'égaux, il y a quand même des différences dans l'égalité, tout le monde est berger, mais quand même. Les sous-bergers et sous-bergères, en longues robes blanches, ceintes de garnitures aurore, lui servirent dans 100 corbeilles de simple porcelaine, 100 mets délicieux, parmi lesquels on ne voyait aucun cadavre déguisé. Voilà, c'est le message végétarien. C'était du riz, du sago, une sorte de fécule, qui est un peu comme les perles du Japon, si vous voulez, du sago, de la semoule, du vermicelle, des macaronis, des omelettes, des œufs au lait, des fromages à la crème, des pâtisseries de toute espèce, des légumes, des fruits d'un parfum et d'un goût dont on n'a point d'idée dans les autres climats. C'était une profusion de liqueurs rafraîchissantes supérieure au meilleur vin. En fait, c'est le régime dont vit Voltaire, qui a vécu assez longtemps, donc peut-être que c'est un régime qu'on peut recommander. Mais vous voyez que c'est un lieu extraordinaire, ce pays gangaride, ce pays arcadien indien. Hein. On y vit plusieurs siècles dans cette Arcadie gangaride, comme chez les patriarches de l'Ancien Testament. La mère de ce prince Amazon a environ 300 ans, hein, donc comme les grands patriarches de l'Ancien. Et le narrateur, Voltaire, ajoute elle avait 300 ans environ, mais elle avait encore de beaux restes, écrit Voltaire. Et on voyait bien que vers les 230 à 40 ans, elle avait été charmante. Bref, c'est le paradis perdu, c'est le pays des fables. Et les bergers de Poussin pourraient bien être des gangarides, hein, quand on les voit sur le tableau de Poussin. La différence entre cette Inde arcadienne, ou l'Arcadie de Poussin, et puis ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette Inde fantastique de Gérard de Sède et de tous ses antécédents, c'est que le mythe arcadien ici, se veut chez Poussin, dans l'Astrée, dans les poèmes arcadiens, se veut démocratique, enfin relativement égalitaire et humaniste. On est entre bergers. Alors que le mythe arcadien du XXe siècle, lui, est beaucoup plus élitiste, avec des ordres de chevalerie. Et puis, il faut relier ce mythe donc de l'élitisme, de ce mythe arcadien du XXe siècle, avec ce royaume souterrain, hein, voilà, qui permet de relier toutes les régions du monde au mythe de l'Alphée, hein, ce fleuve qui part d'Arcadie pour surgir en Sicile à la source d'Arétuse. Et il faut voir cette Arcadie du XXe siècle indienne pour comprendre toute l'évolution de l'interprétation du tableau de Poussin, avec une sorte de lien souterrain unissant l'Arcadie grecque avec le Tibet, oriental. Alors, il y a un dernier élément que je n'ai pas fait apparaître jusqu'ici. C'est un élément qui apparaît dans le livre de René Guénon que j'ai cité tout à l'heure, c'est le Graal. J'ai parlé du trésor des Templiers, mais il y a le Graal. Et le Graal, René Guénon en parle dans Le Roi du Monde. C'était l'élément qui nous manquait et qui va compléter l'interprétation du tableau avec un livre qui va avoir une incroyable influence
jusqu'il y a peu, qui est le livre de Michael Bagent, Richard Lee et Henry Lincoln, qui en français s'intitule L'énigme sacrée, paru en 1982, mais qui s'intitule en anglais Holy Blood, Holy Grail, donc le Saint Sang, donc le sang de Jésus, et le Saint Graal. Alors, les trois auteurs ici, ils sont mis à trois pour écrire. À l'origine, il y a quand même surtout Henry Lincoln, qui est le dernier, qui est un écrivain et scénariste britannique, qui a d'abord réalisé 3 documentaires pour la télévision britannique dans les années 1970, en se basant sur les livres de Gérard de Sède que j'ai cités tout à l'heure, et puis en les complétant, en y mettant des éléments supplémentaires. Et puis, donc, il introduit ce thème du Graal, et arrivera ensuite, mais ça, c'est encore plus connu maintenant que ce livre Holy Blood, Holy Grail, qui a été vraiment un succès déjà mondial, arrive enfin le roman de Dan Brown, The Da Vinci Code, qui ne fait que reprendre les données du livre de Bagent, Lee et Lincoln, et en fait un roman. Ça se présente vraiment comme un roman et non pas comme de l'histoire, parce que le livre Holy Blood, Holy Grail se présente comme vraiment quelque chose d'extrêmement documenté. Et donc, vous avez dans ce livre de Bagent, Lee et Lincoln, tout ce que Gérard de Sède racontait, mais élevé à une puissance encore supplémentaire. Tout y est mélangé. Le fameux René Plantard que je vous citais tout à l'heure, on le retrouve. Cette fois-ci, il était à la tête d'une organisation qui n'est plus les Chevaliers Alpha-Galates, mais le prieuré de Sion, qui est chargé de conserver le Graal. Il descend des rois, il descend même de Jésus-Christ par Marie-Madeleine. Voilà, c'est tout simple. Et puis Nicolas Poussin est dépositaire de ce secret, puisqu'en fait, il n'a fait que reproduire dans son tableau un tombeau qui existe déjà près de Rennes-le-Château, dans la petite commune d'Arques, qui est ce tombeau-là, près de Rennes-le-Château. Et donc, en fait, Nicolas Poussin aurait désigné par là la présence, la localisation à la fois du trésor des Templiers, du Graal, etc. Alors, problème, c'est que cette tombe, cette tombe est bien postérieure au tableau de Nicolas Poussin. Elle a été construite, déjà Gérard de Sède l'avait dit, elle a été construite dans les années 1930, sur le modèle du tableau de Poussin, c'est vrai, mais elle a été détruite en plus dans les années 80, parce qu'après les élucubrations de Lincoln et le livre sur les trésors des Templiers, il y avait plein de chercheurs d'or qui étaient venus dans la propriété, donc elle a été ensuite détruite, mais elle-même n'avait été construite que dans les années 1930. Et puis, alors, dans une réédition du livre, Lincoln, Bagent et Lee contestent la datation de Gérard de Sède, qui était quand même un peu plus historien qu'eux, malgré tout, et ils citent un manuscrit qui mentionnerait l'existence de cette tombe dès 1709. Mais malheureusement, ce manuscrit a disparu. Pas de chance, donc voilà. Tout fonctionne comme cela, donc c'est vraiment de l'histoire totalement fictive et qui fait rêver, et qui a eu un énorme succès. Et finalement, le dernier coup de grâce, je vais terminer là-dessus, qui va nous faire revenir totalement dans le tableau de Poussin, c'est qu'en fait, et in Arcadia ego, l'inscription mystérieuse, en vérité, ne serait qu'un anagramme d'une formule qui en dit long, qui serait celle-ci, I te ego arcana dei, va, je cache les secrets de Dieu, je recouvre, j'abrite les secrets de Dieu. Alors, voilà, tout cela est très astucieux et très intéressant. Problème, si les secrets sont si secrets, pourquoi les révéler au grand jour dans un tableau? Quel est l'intérêt de construire un rébus qui serait comme une énigme de mots croisés? Ce qui est secret, en particulier lorsqu'il s'agit de secrets transcendants comme ça, c'est-à-dire le secret du Graal, le trésor des Templiers, etc.,
doit rester secret, me semble-t-il. On ne le révèle pas. On ne dévoile pas dans un tableau, qui plus est, un tableau exposé au Louvre, qui sera ensuite dévoilé au Louvre. Sinon, ce n'est plus un secret. Un secret ne vaut que pour les initiés. Mais les initiés eux-mêmes, ils n'ont pas besoin du tableau parce qu'ils connaissent le secret. Bref, l'hypothèse Poussin, qui consiste à vouloir retrouver dans ce tableau du peintre, outre qu'elle est fausse, elle n'est utile qu'aux amateurs d'énigmes, pour leur faire plaisir, comme s'il fallait ici déchiffrer un rébus. Mais l'énigme apparemment révélée, en fait, ne révèle pas grand-chose, car elle ne révèle que ce qu'on sait déjà. Et c'est du reste toujours la procédure des interprètes. Lorsque vous lisez Gérard de Sède, lorsque vous lisez Bay Gently et Lincoln, je ne parle même pas de Dan Brown, c'est du roman. C'est-à-dire qu'on part toujours d'un prétendu secret qui préexiste à tout ce qu'on sait, à savoir cette tombe qui existait à Arques, près de Rennes-le-Château, qui est déjà révélée par leur enquête, et puis on en vient au tableau de Poussin, qui n'apprend rien de plus, qui n'apprend rien de plus aux auteurs de cette enquête. Bref, c'est un secret qui n'apprend rien. Un secret qui n'apprend rien. Et qui ne dit rien non plus de tout ce qui fait la force de ce tableau, de toute la composition de ce tableau, les personnages, leur disposition, qui a été travaillée par Poussin avec tant de soin. Bref, l'énigme révélée par ces pseudo-historiens ne dit rien du tableau lui-même. Elle ne dit rien de sa présence. Elle ne dit rien de sa force intérieure, de ce qui fait que ce tableau est important pour nous. Le tableau est mis au service d'un élément extérieur, un trésor extérieur, mais le tableau lui-même s'efface une fois que l'énigme est révélée. Ce sont des lectures extravagantes parce qu'elles divaguent réellement loin de l'objet considéré. Elles regardent ailleurs. La véritable interprétation, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui fait disparaître le tableau au profit d'un sens qui lui serait extérieure. La véritable interprétation, c'est celle qui va rendre encore plus visible, encore plus précis, un sens qui est déjà apparent, qui est déjà là sous nos yeux. Il ne s'agit pas d'aller au-delà des apparences, il s'agit de travailler les apparences elles-mêmes, de rendre les apparences encore plus apparentes, encore plus signifiantes. Il s'agit réellement d'aller trouver le trésor qui est, non pas à l'extérieur, mais dans le tableau, et qui est à la surface même du tableau, de l'œuvre ou du texte. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci.